les roues du gouvernement, mais elle dit aussi qu'elle fera connaître ses désaccords. Hier comme aujourd'hui, Martine Aubry reste une alliée du gouvernement, mais une alliée empoisonnée. Le Premier ministre Manuel Valls exprime sa tristesse ce soir après l'annonce de la mort d'un policier. Sur Twitter, le Premier ministre dénonce donc ce drame. Il exprime sa tristesse après le décès d'un fonctionnaire de police tué lors d'un contrôle routier à Aubin dans l'Aveyron. Un chauffard contrôlé en vitesse excessive qui a foncé sur un des agents de police. Le conducteur a été interpellé ainsi que son passager. Tous deux ont été placés en garde à vue. Quelqu'un en plus de très sympathique, il arrive en septembre ici, il n'y a pas longtemps qu'il était ici, mais tout le monde l'adorait déjà parce que c'était quelqu'un de vraiment charmant, vraiment adorable. Quand on est appelé en plein après-midi comme ça, qu'on apprend la mort d'un collègue, on n'y croit pas, on est hébété d'abord, on n'y croit pas du tout. Et forcément c'est un choc, on vient ici, tout le monde est revenu, c'est un petit commissariat, une petite structure, presque une famille. Tout le monde est revenu, tout le monde a participé de son mieux. Pour entourer aussi les jeunes, parce que c'était des jeunes qui étaient avec lui sur place, et un ancien aussi, et pour entourer surtout ces jeunes. Un instituteur des Hauts-de-Seine a été suspendu aujourd'hui après la découverte d'images pédopornographiques sur son ordinateur. Une découverte réalisée 5 mois après sa mise en examen dans une affaire de viol sur mineur hors d'un cadre scolaire. L'enseignant exerce à Ruelle-Malmaison, précision de Joanne Portal sur place. Ce que l'on sait, c'est que cet enseignant âgé de 35 ans, suspendu ce matin, a été mis en examen pour viol en novembre dernier suite à la plainte d'une jeune femme. Cette dernière l'accuse de viol, d'agression sexuelle commis avant les années 2000. Elle était mineure au moment des faits. Elle appartenait à la sphère privée, à l'entourage privé de cet enseignant. Elle n'était donc pas à l'époque une de ses élèves. Mais c'est au cours de l'enquête ouverte à l'automne dernier que les policiers ont découvert des images pédopornographiques sur un ordinateur de l'enseignant à son domicile, ce qui a précipité sa suspension ce matin. Cet homme enseignait ici depuis une dizaine d'années dans cette école Claude Monet, et les parents d'élèves ont appris la suspension de cet enseignant en toute fin d'après-midi. Écoutez leur réaction. Avec tout ce qu'on entend, avec l'actualité, avec ce qu'on entend déjà à ce sujet, c'est du coup quand ça se passe dans son école, on tombe un peu des nues, donc les mots me manquent. Je sais pas quoi vous dire, je suis un peu choquée, ouais. On a toujours peur pour la sécurité de ses enfants, et que d'apprendre une nouvelle telle que celle-ci, s'agisse de mon enfant ou d'un autre, c'est toujours des sujets qui sont très sensibles. Et j'ose espérer que c'est juste une erreur de la part de l'enseignant d'avoir consulté de mauvais sites, et qu'il n'y ait rien d'autre en plus de ça. 380 élèves de maternelle et de primaire sont scolarisés dans cette école Claude Monet. 2 réunions d'information justement pour ces parents d'élèves se tiendront lundi soir et mardi soir. La météo de demain. Le ciel sera très nuageux avec un peu de pluie, sauf sur un large quart sud-est. Demain matin, les températures seront en hausse. 6 degrés à Aurillac, 10 à Bourges et jusqu'à 12 à Paris. Merci Lucie. À tout à l'heure. Et c'est le débat du vendredi qui oppose Marie-Laure Harel de l'UMP. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir. À Raquel Garrido du Parti de Gauche. Bonsoir. Elle est bien intéressante, je trouve, la réforme du collège et le débat qui va avec aussi d'ailleurs, qui oppose en gros la gauche réformiste incarnée par le syndicat UNSA à la gauche frondeuse incarnée par le SNES-FSU. En gros, ce qui divise les profs, c'est l'arrivée annoncée dans les programmes à partir de la 5e de nouveaux cours baptisés EPI comme enseignement pratique interdisciplinaire. Ce seront des travaux de groupe, 1 heure à 3 heures par semaine à partir de la 5e, qui seront à cheval sur plusieurs matières, qui pourront porter sur la culture, l'information, la citoyenneté, le monde économique, etc. Je voudrais savoir si vous comprenez la réticence de syndicats comme le SNES-FSU ou Sud Éducation, qui bloquent absolument sur cette nouveauté, ou est-ce que, alors que d'autres, il faut le savoir, s'enthousiasment, comme l'UNSA et le SGEN-CFDT. Est-ce que vous comprenez, Raquel ?
Oui, moi je n'ai pas compris qu'ils étaient hostiles à ces formes de pédagogie interdisciplinaire par petits groupes avec des moyens plus importants en termes de présence de profs par rapport au nombre d'enfants. C'est pas ce que j'ai compris. J'ai compris à l'inverse qu'ils étaient hostiles à une réforme qui baissait la dotation horaire globale, qui n'augmentait pas le nombre de profs et qui laissait à chaque chef d'établissement le choix de gérer un cinquième de la dotation horaire avec très peu d'obligations, si ce n'est le fait de... et ça vous plaît pas années... qu'un principal de collège dise dans mon collège on va faire ça, alors que dans le collège voisin on fait pas ça? C'est-à-dire tout dépend de l'objectif. Si on est d'accord pour dire qu'on a un problème au collège en France parce qu'il y a l'apartheid, je crois que le ministère lui-même ce gouvernement utilise par rapport à l'école ce terme d'apartheid. On dit que le gros problème c'est l'inégalité. Alors expliquez-moi comment plus d'inégalité va résoudre l'inégalité. Ça me semble une aberration. C'est pas en créant des différences accrues entre collèges qu'on va résorber l'inégalité. Là, il me semble qu'il y a une difficulté qui est celle, dans le fond, qui est celle d'un gouvernement qui est dans une politique d'austérité. Parce que s'il y avait énormément de moyens, évidemment, tout le monde applaudirait et on se dirait c'est formidable, prendre les petits en petits groupes interdisciplinaires, c'est fantastique. Mais tout le monde sait bien que c'est pas le cas. On va déshabiller comme d'habitude Pierre pour habiller Paul, et c'est là où interviennent les craintes, parce qu'effectivement, si tel chef d'établissement va décider, par exemple, d'enlever les maths, 1 heure de maths en 4e ou en 5e, ou pas en 6e, il peut pas, c'est pas le même cycle, mais 3e, admettons, et l'autre chef d'établissement à côté ne le fera pas. Bon, tout ça, il me semble que c'est assez dangereux quand même. Vous êtes pour, vous, cette autonomie, parce que c'est de ça dont on parle? Oui, c'est ça, c'est la même chose qu'on a vu avec les facs, ce que ça a donné, l'autonomie. Hein. Oui, globalement, moi, je suis pas opposée à cette réforme. C'est des mesures assez gentillettes, l'accompagnement personnalisé, les EPI, une seconde langue à partir de la 5e. Des questions, une grande question, c'est comment est-ce qu'on insère tout ça sans changer les grilles horaires. Ça, il faudra nous expliquer. Et puis, je peux comprendre pourquoi le SNES est réfractaire. Alors, vous dites que c'est un syndicat de droite, c'est surtout le syndicat enseignant le SNES n'est pas de droite. Majoritaire au collège. Non, j'ai pas dit qu'il était de droite. Frondeur, il a dit. J'ai dit que c'était les frondeurs, en gros. Oui, on peut les définir comme on veut. La réforme, on peut se poser vraiment la question de son utilité. Le constat de base, tout le monde est d'accord, c'est que le collège en France, il va mal, il y a beaucoup trop d'élèves qui sont en échec, on est d'accord. Les deux problématiques qu'a identifiées la ministre et qu'elle est supposée résoudre à travers cette réforme, c'est d'abord que les élèves ont des connaissances de base trop fragiles, selon elle. Alors, on se demande, et je comprends pourquoi les syndicats sont pas satisfaits, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme qui va renforcer les connaissances des élèves? On propose de faire de l'accompagnement personnalisé, 1 heure, 2 heures par semaine. Déjà, ce serait insuffisant. Ensuite, la pédagogie de soutien depuis 1978 a toujours été un échec. Quand un élève est réfractaire au système, c'est pas lui rajouter des heures qui va améliorer la situation. D'autre part, avant de proposer des mesures inutiles, bien évidemment, le gouvernement a pris soin de détruire ce que nous avions fait avant. Nous avions recentré les programmes en primaire, de manière, il y a un élève sur 3 aujourd'hui qui arrive en 6e en ayant des connaissances de base trop fragiles, qu'il s'agisse de lecture, de calcul, etc. Rien n'est fait par rapport aux primaires. Nous avions recentré les programmes en primaire sur les fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, tout ça a été démantelé pour proposer aujourd'hui de penser des petites plaies avec de l'accompagnement pédagogique dont on ne sait pas trop s'il serait utile ou non. Et une des difficultés du gouvernement, c'est qu'il hérite de la suppression massive d'emplois faite par la droite, parce que la thèse de la droite, c'était que dans le fond, le problème, c'est pas le nombre de profs ou la qualité du prof, mais dans le fond, le fait qu'on réduise effectivement à la base la plus congrue qu'on enseigne à l'école. Et aujourd'hui, ce gouvernement hérite de ça. Il est loin, très loin. Vous pouvez me rappeler combien de professeurs ils sont en train d'embaucher là? Beaucoup. Ils en ont promis beaucoup, mais ils en ont le problème ne vient pas de là, c'est une question de programme. Ensuite, attendez, je veux bien terminer. D'abord, il y a ce premier problème, les connaissances de base qui sont trop fragiles des élèves, on ne résout rien. Ensuite, cette réforme est supposée apporter une réponse à une deuxième problématique, qui est que le système actuel ne permet pas d'effacer les inégalités sociales à l'école. On n'a pas les mêmes résultats et on choisit pas les mêmes filières selon qu'on est enfant d'ouvrier ou enfant de cadre. Tous les sociologues aujourd'hui cherchent toujours à comprendre ce que cette réforme apporte par rapport à cela. Nous, pareil, là encore, on a démantelé ce que la droite avait fait et qui était pourtant très efficace. Les internats d'excellence, les bilans sont excellents. C'était permettre à des enfants issus de milieux défavorisés de progresser dans les meilleures conditions. Les taux de réussite au bac et les résultats, et 12 000 enfants ont pu progresser grâce à cela et c'est déjà très bien. Les résultats étaient excellents. Tout cela a été démantelé par
Vincent Payon et Najat Vallaud-Belkacem. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? Les EPI. Vous pouvez m'expliquer ce que les EPI vont permettre en termes de réduction d'inégalités sociales? Ce qui est proposé d'autre dans la réforme, c'est quoi? C'est d'enlever le latin, d'enlever le grec, d'enlever les classes européennes et bilingues, c'est-à-dire enlever tout ce qu'on considère comme élitiste. Expliquez-moi en quoi supprimer ce qu'on considère comme des disciplines élitistes, ça va permettre aux personnes défavorisées de progresser davantage. Rien. Il y a de réponse réelle à aucune des deux problématiques sérieuses qui est supposée aborder cette réforme. Allez, on va parler maintenant de la crise politique et aussi familiale au Front National. Marine Le Pen a donc annoncé hier soir aux 20h de TF1 qu'elle allait lancer une procédure disciplinaire contre son papa pour avoir exprimé, je cite, une pensée personnelle contraire au statut du parti. Procédure qui pourrait donc aller jusqu'à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du parti qu'il a lui-même fondé. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous inspire tout ça. D'abord vous, la femme de droite. Écoutez, d'abord, c'est un peu l'arrosant arrosé. Marine Le Pen, elle est quand même pas avare de moquerie quand il s'agit des déboires personnels ou financiers des autres, Big Malion et autres. Alors là, elle se prend tout en même temps. Elle nous règle, elle, son complexe d'Oedipe à travers les médias, et elle se prend ses problèmes de financement de parti en même temps dans la figure. Ensuite, la deuxième chose que ça m'inspire, c'est qu'on a un parti, le Front National, qui passe son temps à nous expliquer que Marine Le Pen est une femme d'État. Pardon, moi en ce moment je vois une sorte d'adolescente rebelle qui s'émancipe et règle ses soucis avec son papa en l'invectivant via Twitter. C'est pas très sérieux. Je trouve que ça n'est pas très digne de la part de quelqu'un. Non, c'est pas digne de la part de quelqu'un qui prétend diriger le pays. Ensuite, je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de Marine Le Pen. Elle nous fait croire que son papa a changé, mais c'est elle qui est en train de retourner sa veste. Parce que son papa, il tient les mêmes propos depuis 30 ans, mais ça la dérangeait pas avant. Elle est présidente de ce parti depuis 2011. Elle n'a jamais sanctionné son père quand depuis 2011 il a parlé de faire des fournées d'artistes juifs ou qu'il a dit que le virus Ebola allait régler les problèmes d'explosion démographique en Afrique. Ça ne l'a pas dérangé pendant tout ce temps-là. Elle ne l'a pas sanctionné, ne l'a pas empêché de se présenter aux régionales, aux européennes. Et d'un coup d'un seul, maintenant que la polémique enfle sérieusement, il n'était même pas question encore il y a quelques jours de sanctionner Jean-Marie Le Pen. Et là, voilà qu'on va l'empêcher de se présenter à des élections, voilà qu'on va le sortir. Je ne comprends pas. Mais est-ce que c'est pas aussi la fameuse clarification que tout le monde réclamait à Marine Le Pen depuis longtemps? Je vais vous dire, si Marine Le Pen était si différente de son père, déjà elle aurait monté son propre parti, le Rassemblement Bleu Marine, parce que son père c'est le même depuis le début. Donc elle n'aurait pas cherché à lui succéder au FN, elle aurait monté son parti, elle l'aurait sanctionné depuis bien longtemps. Marine Le Pen, c'est la prolongation de son père à travers les idées, à travers ses fréquentations, les partis autrichiens, le fameux Frédéric Chatillon qu'on voit sortir en ce moment dans les questions de financement opaque de partis qui n'est pas loin d'être un fasciste quand même. Marine Le Pen qui s'écarte, la seule responsable politique à s'être écartée de la grande marche citoyenne post-Charlie Hebdo. Marine Le Pen n'est pas à la tête d'un parti républicain, n'a pas des idées républicaines, c'est la même que son père. Raquel. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que Marine Le Pen, elle a eu 20 minutes à TF1 pour expliquer précisément ce qu'elle reprochait à son père sur le fond, c'est-à-dire ce en quoi elle était en désaccord avec l'interview donnée à Rivarol, et on n'en a pas entendu une once de désaccord de fond. La seule phrase, en fait, qui lui a été soutirée, c'est de dire il y aurait un désaccord avec la ligne du parti, une espèce d'obscure notion, rupture avec... Une pensée contraire au statut du parti. Et alors, le pire, c'est l'affaire légaliste des statuts. Parce que ça, je rigole, vu que les statuts étaient exactement les mêmes sous Jean-Marie Le Pen. Donc, non, la réalité, c'est que là, tout le monde est en train de lui passer tout et n'importe quoi à Marine Le Pen. C'est trop facile, c'est beaucoup trop facile. Dans l'interview de Rivarol, elle reproche quoi? Enfin, on pourrait reprocher quoi? Nous reprochons quoi, nous? Eh ben, nous reprochons par exemple les propos sur le caractère immigré de Manuel Valls, c'est-à-dire encore la persécution, la stigmatisation des immigrés. Mais ça, c'est ce que fait le Front National tous les jours, le Front National de Marine Le Pen. Si vous regardez les tracts qui ont été faits pour les départementales, elles ont été faites. Le premier argument, c'était contre l'immigration. On reproche quoi? Les propos sur Pétain, sur Vichy. Bon, écoutez, la dernière fois que Marine Le Pen s'est exprimée sur Pétain, c'était dans une interview en 2011 à Haaretz. La question lui est posée très clairement. Madame, êtes-vous prête à condamner le régime de Pétain et le fascisme français? Elle répond absolument pas. Voilà les écrits de Marine Le Pen. Alors moi, ce qui m'estomaque, c'est qu'elle est là à faire les rondes jambes devant les médias qui lui disent « Ah madame, bravo, vous êtes dédiabolisée, bravo, vous avez rompu ». Mais ça n'est pas vrai. Mais on ne peut pas lui reprocher à la fois d'être diabolique
parce qu'il y a Jean-Marie Le Pen et d'être dédiabolisée parce qu'elle le met dehors. Exactement. On ne peut pas lui reprocher les deux choses. Donc, elle le met dehors, elle devient plus fréquentable. Donc c'est la thèse du caractère diabolique lié à Jean-Marie Le Pen qui est fausse. Ce qui rend diabolique le Front National, c'est pas la personne de Jean-Marie Le Pen, c'est le fait que ce parti est un parti qui exacerbe la haine. Alors avant c'était effectivement davantage la haine contre les juifs et donc l'antisémitisme occupait une place forte culturellement dans ce parti-là. Aujourd'hui, ça c'est une ligne jaune que Marine Le Pen ne veut plus franchir. Elle concentre sa stigmatisation contre les Arabes et les musulmans. Quand vous regardez Robert Ménard, c'est la bande à bleu marine, tout ça. Et bon, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Ils réouvrent la guerre d'Algérie, la stigmatisation contre les Arabes et les musulmans, et ça, tout le monde, ça tout va bien. Ça, c'est pas diabolique, ça. Mais ça me fait peur. Mais ça me fait peur qu'on puisse dire de cette femme qu'elle est dédiabolisée juste parce qu'il n'y aurait pas Jean-Marie Le Pen. Dès lors qu'il continue de stigmatiser les immigrés, les Arabes et les musulmans, pour moi, ces gens-là sont un grave danger pour notre peuple. Marie-Laure, pour 30 secondes, pas plus. Il ne faut pas oublier le fond de son programme, quand même. Et c'est là où la dédiabolisation, ça a des limites. Marine Le Pen, c'est une femme qui a un programme aujourd'hui qui veut faire régresser les droits, museler la liberté d'expression en interdisant certains types de manifestations, rétablir la peine de mort, qui considère les Français d'origine immigrée comme des sous-citoyens. Ça, c'est un programme qui est à la limite du fascisme, qui l'est sur certains points. Tant qu'elle n'aura pas changé sur le fond de ses idées et de son programme, ne se sera pas détachée de son père. Il suffit pas juste de condamner son papa pour devenir fréquentable politiquement. Sur le programme, je veux dire ceci, le seul avantage entre guillemets de toute cette affaire, c'est que comme elle le fait pour être acceptée par le système, pour se rapprocher de la droite, je pense qu'elle finira par sortir de ses ambiguïtés programmatiques économiques, par exemple. Elle ne peut pas être à la fois crier qu'elle est pour le peuple et être contre l'augmentation du SMIC. Nous, on est pour le SMIC. Stop, c'est fini. Euros, pas le FN. C'est fini. La suite sur Twitter, si vous voulez. Merci. Et c'est la météo de Sandra Larue. Retrouvez la météo avec les appart-hôtels Adagio. Adagio, un pied-à-terre au cœur des plus grandes villes. Pour votre samedi, les choses vont un petit peu changer. Bonne nouvelle en ce qui concerne la qualité.